Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir la notion de pression. Cette fois c'est la pression cas des liquides et cas des gaz. Donc essayez de suivre avec intérêt et de comprendre les cours. Et j'attends dans les commentaires vos questions, vos suggestions. Merci d'avoir suivi. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de pression. Nous allons voir la pression cas des liquides aujourd'hui. Comme nous avons déjà étudié la pression cas des solides, nous allons continuer avec la notion cas de pression, cas des liquides. Donc, considérons que nous avons un vase contenant du liquide, c'est-à-dire de l'eau. Donc, et on introduit un récipient dans le bassin, mais ce récipient est trouillé. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que en entrant le récipient dans le bassin, donc de l'eau entre dans le récipient par les trous et ceci perpendiculairement. Donc, c'est-à-dire, on exerce aussi un effort pour introduire le récipient dans le bassin. Donc, l'eau contient une force qu'on appelle force pressante. Donc, c'est pour cela qu'on dit existence de la pression dans un liquide en équilibre, c'est-à-dire un liquide dans un bassin, un liquide qui ne fait pas de mouvement, un liquide immobile. Donc, des forces pressantes existent au sein du liquide. Donc, on fait un effort pour introduire le récipient dans le bassin. Donc, de même, dans la partie B, si on remplit le récipient trouillé, donc, de l'eau, donc on constate que de l'eau sort par les trous, mais ceci de façon perpendiculaire. Donc, là où l'eau sort dans le récipient est normal, donc c'est-à-dire l'eau sort perpendiculairement à travers les trous. Donc, on dit que un liquide en équilibre exerce sur une portion de paroi du vase qui le contient une force normale à cette surface et orientée vers l'extérieur. Donc, le liquide contient une force. Quand on introduit un récipient dans le liquide, on sent la force qui agit sur le récipient. Et cette force est normale à la surface la surface de l'eau et agit sur les parois du vase qui le contient. Donc, voilà. Donc, il y a une force pressante qui agit sur les parois du vase qui contient le liquide. Donc, c'est pour cela qu'on dit un liquide en équilibre exerce sur une portion de paroi du vase qui le contient une force normale à cette surface et orientée vers l'extérieur. Quand on dit une force normale, c'est-à-dire la force qu'exerce le liquide sur le paroi du vase est perpendiculaire. Faire force normale signifie une force qui est perpendiculaire aux parois du vase qui le contient. Donc, on appelle poussée d'Archimède, c'est tout corps solide immergé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale de bas en haut appelée poussée d'Archimède. Donc, quand on a un liquide, et ce liquide est en équilibre, lorsqu'on a un objet, lorsqu'on introduit l'objet dans le sein du liquide, l'objet occupe une portion de l'espace. Donc, si le récipient était bien rempli, donc on constaterait que il y a une portion de liquide qui est déversée et on peut retenir donc cette partie du liquide dans un autre récipient. Donc l'objet qui est dans le liquide occupe une portion de l'espace. Donc c'est pour cela qu'on dit que tout corps
solide immergé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale. Donc, on sent que lorsque l'objet est dans le liquide, on sent qu'il y a une force qui pousse, pas vrai, l'objet vers l'extérieur. Donc, cela va dépendre du poids de l'objet. Donc, cela va dépendre aussi de la nature du liquide. Donc, cette force s'appelle poussée. Donc, c'est une poussée verticale, c'est-à-dire verticale, de direction verticale, mais de sens de bas vers le haut. Et cette poussée s'appelle poussée d'Archimède. Donc, c'est une force, et cette force s'exprime en Newton. Donc, ça, c'est l'énoncé de la poussée d'Archimède. On reprend: tout corps solide immergé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale de bas en haut appelée poussée d'Archimède. Donc, on peut mesurer la poussée d'Archimède. Donc, mesure de la poussée d'Archimède. Donc, si on prend un récipient qui contient de l'eau, on a un objet. Donc, le récipient est plein, est rempli au ras-bord. Donc, quand on introduit le récipient, l'objet, dans le récipient, il y a du liquide qui est déversé dans un autre récipient. Mais le récipient qui était à vide. Donc, cela veut dire que l'objet occupe la portion de l'espace, ok, où était ce liquide. D'où on dit que tout corps plongé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale vers le haut et de valeur égale au poids du volume de liquide déplacé. Donc, la portion de liquide qui est dans le verre, maintenant, est occupée par l'objet. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ce liquide-là, ce corps-là, donc, occupe une portion qui est de l'espace qui est dans le liquide, qui est de valeur égale au poids du volume de liquide déplacé. Donc, ce liquide qui est dans le verre, donc, c'est un volume de liquide. Donc, tout corps plongé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale vers le haut et de valeur égale au poids du volume de liquide déplacé. Donc, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. C'est encore l'énoncé de la poussée d'Archimède. Donc, c'est de cette façon qu'on mesure la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale vers le haut et de valeur égale au poids du volume de liquide déplacé. Donc, quand le corps est dans le liquide, on sent qu'il y a une force qui pousse l'objet vers l'extérieur et surtout vers le haut. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Maintenant, de quoi dépend la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède dépend de la masse volumique du liquide et du volume de l'objet. Donc cela va dépendre de la masse volumique du liquide et du volume de l'objet. Donc si on prend par exemple le mercure, la masse volumique du mercure c'est 13,6 kg par mètre cube et la masse volumique de l'eau 13,6 grammes par centimètre cube. La masse volumique du mercure 13,6 grammes par centimètre cube et la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc vous voyez bien, la masse volumique de l'eau est très très faible par rapport à la masse volumique du mercure. Donc si on met par exemple un objet en clou, un objet, donc ça veut dire un clou, donc le clou va couler au fond de l'eau.
dans le récipient, alors que si je mets le clou dans du mercure, dans le récipient, donc le clou va rester sur le mercure. Donc c'est-à-dire que la poussée d'Archimède dépend de la masse volumique, du liquide et du volume de l'objet. Donc la poussée d'Archimède exercée par un liquide sur un corps solide est indépendante de la nature du solide. Elle dépend de la nature du liquide dans lequel le solide est immergé. Voilà, quand on a le mercure est différent de l'eau. Donc, le clou coule dans l'eau alors que surnage dans le mercure. La poussée d'Archimède augmente avec le volume du corps immergé. Plus le volume du corps immergé est grand, plus grande est la poussée d'Archimède. Donc, vous voyez bien, la poussée d'Archimède augmente avec le volume du corps immergé. Plus le volume du corps immergé est grand, plus grande est la poussée d'Archimède. Donc, quand on a un corps qu'on va immerger dans un liquide, donc dans l'eau par exemple, si le corps est grand, donc la poussée d'Archimède est très grande. Mais si le corps est petit, la poussée d'Archimède est très petite. Donc voilà. Quand on introduit un corps dans un liquide, quand le corps est dans l'air, on parle du poids réel du corps. Mais quand on met le corps dans l'eau, on parle du poids apparent du corps. On note le poids réel par PR et on note le poids apparent par PA. Alors, l'objet dans l'eau a un poids apparent. Dans l'air, l'objet a un poids réel. Et dans l'eau, on sent une force qui agit sur l'objet qu'on appelle la poussée d'Archimède qu'on venait d'énoncer. Donc, lorsqu'un corps solide est immergé dans un liquide, au repos, ce corps est soumis à l'action de deux forces. Le poids PR, qui est le poids réel du corps qui s'exerce vers le bas, et la poussée F, qui est la poussée d'Archimède du liquide qui s'exerce vers le haut. C'est-à-dire le poids réel du corps, le poids du corps s'exerce vers le bas dans le liquide. Alors quand le corps est dans le liquide, on parle de poids apparent. Et la poussée F du liquide qui s'exerce vers le haut. Donc, le poids réel d'un corps est le poids du corps dans l'air. Voilà. Et le poids apparent est le poids du corps lorsqu'il est plongé dans le liquide. Alors, la poussée d'Archimède est notée par F. Et si on applique la formule, nous avons le poids réel, PR, qui est égal à poids apparent, PA, plus la poussée d'Archimède, F. Et le poids apparent est égal au poids réel, moins la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède est égale au poids réel, moins poids apparent. Voilà. Donc, quand on a un corps qui est dans l'air, donc le corps est submergé, ce sont ces trois forces qui interviennent. Donc, excusez, loi des corps flottants. Lorsqu'un corps solide est complètement immergé dans un liquide au repos, ce corps est soumis à l'action de deux forces verticales et de sens contraire.
son poids P et la poussée d'Archimède F égale au poids du liquide déplacé. Voilà, on reprend. Lorsqu'un corps solide est complètement immergé dans un liquide au repos, ce corps est soumis à l'action de deux forces verticales et de sens contraire. Son poids P et la poussée d'Archimède F égale au poids du liquide déplacé. Voilà. Des corps coulent et d'autres ne coulent pas. Ça, c'est normal. Des corps coulent et d'autres ne coulent pas. Donc, sous l'influence de ces deux facteurs, la poussée d'Archimède et le poids d'un corps, un solide plongé dans un liquide au repos peut se comporter de trois façons différentes. Le solide peut, premièrement, couler au fond du récipient. Donc, un solide coule au fond du récipient si le poids du solide est supérieur à la poussée d'Archimède. Un solide coule, si le poids du solide est supérieur à la poussée d'Archimède. Par exemple, si on prend une bille en acier. Donc, le liquide ici, le liquide en question, c'est l'eau. Une bille en acier, donc quand on met la bille dans le liquide, la bille coule au fond du récipient. C'est pour cela qu'on a dit l'objet peut couler au fond du récipient si le poids de l'objet est supérieur à la poussée d'Archimède. Par exemple, une bille peut couler dans l'eau. C'est-à-dire le poids de la bille est supérieur à la poussée d'Archimède. Si vous regardez dans le schéma, vous voyez bien le vecteur du poids est supérieur au vecteur force de la poussée d'Archimède. Donc, le liquide peut aussi remonter à la surface du liquide et flotte. Deuxième cas, on voit bien, le liquide peut remonter à la surface du liquide et flotte. Le corps immergé remonte vers la surface et flotte si le poids du corps est inférieur à la poussée, c'est-à-dire un morceau de polystyrène. Un morceau de polystyrène, donc le polystyrène dans le liquide, dans l'eau, peut immerger et ensuite remonter à la surface et flotte parce que le poids du polystyrène est inférieur à la poussée de l'eau. Cassé, donc, le corps peut remonter vers la surface et rester en équilibre dans le liquide. Donc, un corps immergé reste en équilibre si le poids du corps est égal à la poussée. Si on prend un bouchon de liège, par exemple, les bouchons de champagne, de vin, donc si on prend le bouchon de liège, on jette ça dans le liquide, donc cela va rester à la surface et rester en équilibre dans le liquide. Donc le corps immergé reste en équilibre si le poids du corps est égal à la poussée. Donc vous voyez bien, le bouchon de liège reste en équilibre. Donc vous voyez bien, nous avons trois cas. Cas A, le corps coule parce que le poids du corps est supérieur à la poussée. Cas B, le corps est immergé, remonte à la surface et flotte parce que la poussée est inférieure, le poids du corps est inférieur à la poussée. Et cas C, le corps reste en équilibre et remonte à la surface et reste en équilibre et si la poussée ou encore le poids est égal à la poussée d'Archimède. Voilà. Maintenant, remarque, si la poussée
est égal au poids du corps pour un corps totalement immergé, initialement en équilibre. Donc, il reste immobile dans le liquide. Voilà. Si la poussée est égale au poids du corps pour un corps totalement immergé, initialement en équilibre, il reste immobile dans le liquide. Donc, cette expérience peut être réalisée avec de l'eau moyennement salée et un œuf frais. Si on prend un œuf frais et nous avons de l'eau salée, donc l'œuf va rester en équilibre au sein du liquide. Maintenant, nous allons passer à des exercices. Exercice premier. Une sphère de cuivre pèse 105 newtons dans l'air. Il ne pèse plus que 65 newtons dans l'eau. Quelle est la poussée exercée par l'eau sur cette sphère? Quand on parle de sphère, donc c'est une boule en sphère. C'est une sphère. Donc une sphère est une boule qui est remplie de matière. Voilà. Réponse. Calculons la poussée exercée par l'eau. La poussée, c'est d'abord la relation poids réel égale à poids apparent plus poussée. Et dans cette relation, on dit poussée égale à poids réel moins poids apparent. Le poids réel, c'est le poids du corps dans l'air. Donc 105 newtons est le poids réel, alors que 65 newtons est le poids apparent parce que c'est le poids du corps dans l'eau. Donc 105 moins 65, la poussée est égale à 40 newtons. 40 newtons, donc c'est la poussée. N'oublie pas que la poussée est une force, donc la poussée s'exprime en newtons. Maintenant, si nous avons un récipient contenant de l'eau, et dans ce récipient, nous avons repéré deux points. Le point A à la surface du liquide et le point B au fond du bassin. Donc, nous avons une distance entre le point A et le point B qui est notée H, qui est la hauteur. Au point A, nous avons une pression qu'on appelle pression au point A. Et au point B, nous avons encore une autre pression qu'on appelle pression au point B. Donc, la pression au point B est supérieure par rapport à la pression au point A. Et la pression au point A est inférieure par rapport à la pression au point B. Donc, on dit que la pression au sein d'un liquide. La pression qu'exerce une masse de fluide, quand on parle de fluide, c'est tout ce qui peut s'écouler entre les doigts. Donc, si on prend l'eau, l'eau peut s'écouler facilement entre les doigts. Donc, l'eau est un fluide. La pression qu'exerce une masse de fluide sur les parois du récipient qui le contient est égale à pression, est égale à mu, qui est la masse volumique, à multiplier par l'intensité de la pesanteur, à multiplier par la hauteur. Et cette pression se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle manomètre. Manomètre. Vous voyez bien? La différence de pression d'un point dans le point B par le point A, pression P au point B moins la pression au point A, est égale au poids volumique à multiplier par la hauteur au sein du liquide. Donc, la pression au point B moins au point A est égale à la pression tout simplement. Donc, la pression est égale au poids volumique multiplié par hauteur. Or, le poids volumique ici, c'est le poids volumique du liquide. Or, le poids volumique est égal à la masse volumique du liquide à multiplier par l'intensité de la pesanteur. C'est-à-dire que la pression est égale à masse volumique multipliée par intensité de la pesanteur multipliée par hauteur. Donc, la pression au sein d'un liquide, dans un récipient, c'est masse volumique multipliée par intensité de la pesanteur multipliée par hauteur. Donc, on prend un exercice pour l'illustration. Pour illustration, donc, quelle est la pression exercée par l'eau de mer sur un objet à 40 mètres de profondeur? Donc, la masse volumique de l'eau
de mer, c'est 1030 kg par mètre cube. Quelle est la pression exercée par l'eau de mer sur un objet à 40 mètres de profondeur? 40 mètres de profondeur, c'est la hauteur. Et la masse volumique de l'eau de mer, c'est 1030 kg par mètre cube. Tout d'abord, on répond à la question. Calculons la pression au sein du liquide. Pression égale à masse volumique multipliée par intensité de la pesanteur multipliée par hauteur. La pression est égale à 1030 kg par mètre cube qui est la masse volumique, à multiplier par l'intensité de la pesanteur qui est 9,81 newtons par kilogramme, à multiplier par la hauteur qui est 40 mètres. On simplifie par kilogramme et on simplifie par mètre. Il nous reste newton par mètre carré. Donc la pression est égale à 404 172 newtons par mètre carré. Donc ça nous donne 404 172 pascal. Donc maintenant, on a un deuxième exercice. Un réservoir est rempli d'eau jusqu'à 2 mètres de hauteur. Calculez la différence de pression entre un point du fond et un point de la surface libre. Donc, on calcule la différence de pression entre un point du fond et un point de la surface libre, c'est-à-dire la pression au point B moins ce point A. Donc, c'est ce qu'on demande de calculer. La pression P est masse volumique par intensité de la pesanteur multipliée par la hauteur. Or, puisqu'il s'agit de l'eau, donc la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Parce que la densité de l'eau, c'est 1. Donc, nous avons pression égale à 1000 kg par mètre cube multiplié par l'intensité de la pesanteur 9,81 newtons par kilogramme multiplié par la hauteur qui est 2 mètres. Et nous avons la pression est égale à 19 620 newtons par mètre carré. 19 620 newtons par mètre carré. Donc, ça, c'est la pression. Et la pression est égale à 19 620 pascal. On n'a pas donné la valeur de la masse volumique de l'eau. C'est à vous de connaître que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. La densité de l'eau est égale à 1 et la masse volumique est égale à 1 g par centimètre cube. Donc, quand la masse volumique s'exprime en grammes par centimètre cube, la densité est égale à 1 tout simplement. Donc, la masse volumique qui s'exprime en grammes par centimètre cube est égale à la densité. Donc, c'est pour cela qu'on a pris masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. On remplace ça dans la formule et on a trouvé la pression est égale à 19 620 pascal. Exercice 3. Observe alternativement les schémas de l'expérience réalisés avec un morceau de pâte à modeler. Calculer la poussée d'Archimède. F, on donne la masse volumique de l'eau 1 g par centimètre cube. Et l'intensité de la pesanteur, c'est 1000 newtons, 10 newtons par kilogramme. Voilà, on a donné le schéma. On a un récipient qui contient de l'eau. La pâte à modeler est dans l'air. Le volume de l'eau, c'est 70 cm3. On introduit maintenant la pâte à modeler dans l'eau. Donc, le volume de l'eau augmente à 100 cm3. Le volume 70, c'est le volume V1 de l'eau qui est égal à 70 cm3. Quand on introduit la pâte à modeler dans l'eau, le volume de l'eau passe à 100 cm3. Voilà. Maintenant, la masse volumique de l'eau, ici, c'est
1 gramme par centimètre cube, on a donné ça. Donc, tout d'abord, on répond à la question posée. Calculons la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, comme vous le savez, c'est poussée égale à poids volumique par volume. Et le poids volumique est égal à masse volumique par intensité de l'apesanteur. Ce qui veut dire que poussée est égal à poids volumique, masse volumique par intensité de l'apesanteur par volume. Le volume est en centimètres cubes. On convertit le volume en mètres cubes. Nous avons 30 centimètres cubes. Quand on fait la différence, le volume, on cherche le volume, le V, égale à V2 moins V1. V2, c'est 100 cm3 moins 70 cm3. Le volume est égal à 30 cm3. On convertit les 30 cm3 en mètres cubes. 30 cm3 nous donne 0,00003 mètres cubes. Donc, la masse volumique qui est en centimètres cubes, on va convertir ça aussi en newton, en kilogrammes par mètre cube. Tout d'abord, regardez bien. Mu, cette lettre U, c'est mu, qui est égal à masse en kilogrammes, volume en mètre cube, et la masse volumique s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Cette lettre, c'est Rho, ça c'est le poids volumique. Le poids volumique est égal au poids divisé par volume, le poids en newton, volume en mètre cube, et le poids volumique s'exprime en newton par mètre cube. Donc la poussée ici est égale au poids volumique par volume du liquide. Donc on calcule la masse volumique qui était 1 gramme par centimètre cube. La masse volumique est égale à 1000 kg par mètre cube. On convertit la masse volumique en kg par mètre cube. Donc la pression c'est 1000 kg par mètre cube à multiplier par 10 newtons par kilogramme à multiplier par 0,00003 mètres cubes. Et la poussée est égale à 0,3 newtons. N'oublie pas que la poussée, c'est une force. Regardez bien. Voilà. Nous avons le volume de 70 cm3. C'est le volume du liquide dans le récipient. Quand on met la pâte à modeler dans le récipient, le volume 100 cm3, c'est le volume de la pâte à modeler et de l'eau. Donc, quand on dit calculer la pression, donc nous calculons la poussée d'Archimède, la poussée est égale au poids volumique par la masse et par l'intensité de l'apesanteur par le volume. On cherche le volume, c'est 100 cm3 moins 70 cm3 et le volume est égal à 30 cm3. On convertit les 30 cm3 en mètres cubes. Voilà. 30 cm3 nous donne 0,00003 mètres cubes. On convertit la masse volumique qui était en grammes par centimètre cube en kilogrammes par mètre cube. Donc la masse volumique devient 1000 kg par mètre cube. Ensuite, on va dans la relation poussée égale à masse volumique par intensité de l'apesanteur par volume. On remplace la masse volumique par sa valeur. On remplace l'intensité de l'apesanteur par sa valeur. On remplace le volume par sa valeur. Et on retrouve la poussée d'Archimède qui est égale à 0,3 newton. Voilà. Maintenant, pression K des gaz. Donc, voilà, nous avons ici un appareil dont on utilise pour mesurer la pression des gaz. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez bien. Comme les liquides, les gaz exercent des forces pressantes sur les parois des récipients qui le contiennent. Donc, nous avons ici un ballon. Le ballon contient un certain gaz. On peut une certaine masse de gaz. Donc, on peut prendre comme exemple l'air. Quand l'air est dans un ballon, donc l'air exerce des forces pressantes sur les parois ou encore
les parois du récipient ou les parois du ballon. Donc, ces flèches-là indiquent les forces pressantes qui exercent l'air, sur les parois du ballon. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on dit, comme les liquides, les gaz exercent des forces pressantes sur les parois du récipient qui les contiennent. Vous voyez bien? On parle de pression atmosphérique. C'est quoi la pression atmosphérique? La couche d'air qui entoure la Terre est appelée atmosphère. Comment s'appelle la couche d'air qui entoure la Terre? La couche d'air qui entoure la Terre s'appelle atmosphère. Donc, l'air est un fluide pesant. Il exerce donc une pression sur les corps qui y sont plongés. Quand on dit fluide, c'est un corps qui peut s'écouler facilement. Donc, c'est vrai, l'eau est un fluide, mais l'air est encore plus fluide que l'eau. Donc, l'air est un fluide pesant, c'est-à-dire l'air a une masse, l'air a un volume et l'air a un poids. Donc, l'air, c'est de la matière. Donc, l'air est un fluide pesant. Il exerce donc une pression sur les corps qui y sont plongés. Cette pression s'appelle pression atmosphérique. La pression qui exerce l'air sur tous les corps, donc, s'appelle pression atmosphérique. Regardez bien, pour démontrer l'existence de la pression atmosphérique, si on prend un verre ordinaire qui est rempli d'eau, on place sur la surface du liquide une feuille de papier, donc, et on renverse le verre. Regardez bien, appliquons un carton ou une surface plane bien lisse sur la feuille de papier et retournons délicatement le verre. Le papier ne tombe pas. Donc ça, c'est une illustration pour démontrer que la pression atmosphérique existe bel et bien. Donc, la force exercée par la pression atmosphérique sur la feuille de papier est plus grande que le poids de l'eau dans le verre et l'empêche de s'échapper. Donc, vous voyez bien. Donc, ça, on réalise cette illustration pour démontrer que la pression atmosphérique existe. Donc, quand on renverse le verre qui est rempli d'eau sur la feuille, donc, on constate que la feuille ne retombe pas. Donc, la force exercée par la pression atmosphérique sur la feuille de papier est plus grande que le poids de l'eau dans le verre. Et par conséquent, l'empêche de s'échapper. Ok? L'empêche de s'échapper. Donc, voilà. L'unité de mesure de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle baromètre. Donc, le baromètre, c'est un instrument qu'on utilise pour mesurer la pression atmosphérique. Comment s'appelle l'appareil utilisé pour mesurer la pression atmosphérique? L'appareil utilisé pour mesurer la pression atmosphérique s'appelle baromètre. Donc, elle s'exprime en bar ou en millibars. On exprime souvent les pressions en centimètres de mercure ou millimètres de mercure et en atmosphère. Par exemple, on peut dire une atmosphère égale à 76 cm de mercure égale à 1,013 bar. Vous voyez bien? On reprend la pression atmosphérique se mesure à l'aide d'un baromètre. Elle s'exprime en bar ou en millibars. On exprime souvent les pressions en centimètres de mercure ou en millimètres de mercure et en atmosphère. Une atmosphère égale à 76 cm de mercure égale à 1,013 bar. Donc, notez bien, la pression atmosphérique varie avec le lieu. Ça, c'est très important. La pression atmosphérique varie avec le lieu, avec la date. On reprend. La pression atmosphérique varie avec le lieu, avec la date. Elle diminue quand on s'élève en altitude. Donc, la pression atmosphérique varie avec le lieu, avec la date.
elle diminue quand on s'élève en altitude. La pression d'un gaz dans un récipient se mesure à l'aide d'un manomètre et s'exprime en bar. L'appareil utilisé pour mesurer la pression d'un gaz dans un récipient s'appelle manomètre. Alors que pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise un baromètre. Mais si le gaz est dans un récipient, on utilise un manomètre. Donc ici, c'est un tableau qui donne la masse volumique et la densité de certains corps. Donc, vous voyez bien, on a précisé que on a donné la masse volumique de ce corps-là. On a précisé que la poussée d'Archimède augmente si le volume du corps immergé augmente. Donc, voilà ce qu'on avait dit. Donc, la poussée d'Archimède augmente si le volume du corps immergé augmente. Donc, masse volumique et densité de certaines substances. Quand on a l'eau, pas vrai, la masse volumique de l'eau s'exprime en grammes par centimètre cube. Donc, ces masses volumiques-là s'expriment en grammes par centimètre cube. Et quand la masse volumique s'exprime en grammes par centimètre cube, la masse volumique est égale à la densité. La masse volumique est égale à la densité quand la masse volumique s'exprime en grammes par centimètre cube. On peut transformer exprimer la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. De lors, on exprime la masse en kilogrammes et le volume en mètre cube. Exemple, la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par centimètre cube et la densité est égale à 1. La densité n'a pas d'unité. L'alcool, masse volumique 0,8, la densité 0,8. De l'huile, masse volumique 0,92 grammes par centimètre cube, la densité 0,92. Lait 1,03 grammes par centimètre cube, donc densité 1,03. Le mercure, sa masse volumique c'est 13,6 grammes par centimètre cube, sa densité c'est 13,6. L'aluminium, la masse volumique c'est 2,7 grammes par centimètre cube, donc la densité c'est 2,7. De la glace, la masse volumique 0,92 grammes par centimètre cube et la densité 0,92. L'eau de mer, la masse volumique c'est 1,02 grammes par centimètre cube, la densité 1,02. Le fer, sa masse volumique c'est 7,8 grammes par centimètre cube, donc et sa densité c'est 7,8. Et du cuivre, la masse volumique 8,9 grammes par centimètre cube, la densité c'est 8,9. À remarquer. Remarque, lorsque la masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube, elle est égale à la densité. C'est ce qu'on venait de dire. La pression atmosphérique est la pression de l'air qui nous entoure. Voilà. Comme ça, c'est un remarque. La pression atmosphérique, c'est la pression de l'air qui nous entoure. Elle se mesure et s'exprime en bar, en centimètres de mercure et en atmosphère. Ça, c'est très important à retenir. Et 1 atmosphère égale à 76 cm de mercure ou 760 mm de mercure. Donc, c'est ici que j'achève cette séance pour la pression. Donc, nous avons vu la pression K des solides, la pression K des liquides et la pression K des gaz. La pression est très importante car à partir de la pression, on arrive à construire des maisons avec de grandes bases, surtout pour les cas des séismes, à cause des séismes. Donc, comme on a vu, quand la pression augmente, il faut diminuer la surface. De nos jours, si on construit des maisons et que les bases
sont réduites, les bases ne sont pas assez solides, ne sont pas assez grandes. Donc, la pression va être augmentée lors des tremblements de terre. Donc, les maisons vont s'écraser par milliers. Donc, pour limiter les dégâts, donc, quand on construit une maison, donc, il faut augmenter la base. C'est-à-dire, on augmente la surface. Quand on augmente la surface, donc, la pression va être diminuée. Et lors des séismes, il y aura moins de dégâts. Donc, pour la pression aussi, et si on prend la pression cadet liquide, comme application, on arrive à construire des sous-marins qui sont des engins qui marchent sous l'eau. On arrive à construire des bateaux aussi qui marchent sous l'eau. Et la pression pour le cas des gaz, on arrive à construire des avions qui marchent dans l'air et aussi des parachutes. Donc, la pression a apporté beaucoup à la science, car les scientifiques ont dû inventer des sous-marins à cause de la pression. Quand un corps, c'est quand on applique la loi des corps flottants, car les sous-marins flottent au sein des océans. Les avions qui volent dans l'espace, dans l'air, les parachutistes, donc ça, c'est pour la pression des gaz. Et la pression cadet solide, quand on construit une maison de nos jours, il faut augmenter la base. Quand on augmente la base, donc la pression va être réduite. Donc la contrainte va être réduite. Donc lors des séismes, lors des tremblements de terre, il y aura moins de dégâts. Donc merci pour cette séance, merci d'avoir suivi. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme vous allez partager ça avec vos amis et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc merci, à la prochaine.